Désolé, Élise. Capacité stricte. Nous n'avons pas reçu ta réponse à temps. La voix de ma mère n'était qu'un murmure, mais elle tranchait l'air glacial des Alpes comme une lame de rasoir. Je me tenais sur le perron de l'immense chalet familial, serrant la main de mon fils de 7 ans, Léo, dont la petite prise se contractait dans la mienne. À l'intérieur, j'entendais des rires, le tintement des verres en cristal et le crépitement d'un feu chaleureux, mais ici, devant la lourde porte en chêne massif, le vent descendant des sommets enneigés nous fouettait le visage. Ma mère ne me regardait même pas, elle regardait au-delà de moi comme si j'étais une livreuse arrivée à la mauvaise adresse. Assise ici aujourd'hui avec mon café, regardant le monde défiler, je ne peux m'empêcher de réfléchir à quel point la vie peut sembler froide quand la famille vous tourne le dos. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Et quelle est votre boisson préférée en ce moment? J'attends toujours vos commentaires avec impatience. Mais revenons à ce perron, où une décision silencieuse était déjà en train de germer. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, je n'ai même pas frappé à nouveau. J'ai simplement regardé la main parfaitement manucurée de ma mère alors qu'elle commençait à refermer la porte. À travers l'entrebâillement qui se rétrécissait, j'ai vu mon frère Lucas assis près de la cheminée, faisant tourner un verre de grand cru glacé, riant à une blague de mon père. Il n'a pas regardé dans ma direction, il n'en avait pas besoin, il était l'enfant roi, et je n'étais que le bruit de fond de leur vie parfaite. Le bruit du loquet s'enclenchant a résonné dans le silence soudain de la nuit montagnarde. Je suis resté là un instant, sentant mon souffle se bloquer, puis je me suis retourné. J'ai pris Léo dans mes bras, il tremblait tellement que ses dents claquaient, et j'ai marché vers la voiture. Mon mari, Julien, ouvrait déjà la portière passager, il n'a pas dit un mot, il a juste pris Léo de mes bras, l'a attaché à l'arrière et l'a enveloppé dans une épaisse couverture en laine. Alors que j'étais assise au volant, fixant la neige qui s'accumulait sur le pare-brise, je ne sentais pas la chaleur du chauffage, je ressentais une étrange clarté clinique. Pendant 32 ans, j'avais traîné une chaîne invisible, une chose lourde et rouillée faite d'espoir et d'un besoin désespéré de validation. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter ma place dans leur cœur. C'était moi qui travaillais 80 heures par semaine comme architecte d'intérieur juste pour pouvoir m'offrir les cadeaux qui les faisaient sourire pendant 5 secondes. J'avais été l'investisseur silencieux de leur version de la famille, payant toujours l'addition sans jamais avoir de siège à table. Chaque fête coûteuse, chaque prêt à mes parents jamais remboursé, chaque fois que je couvrais les erreurs de Lucas, je pensais gagner ma place. Mais en regardant les lumières du grand chalet s'estomper dans mon rétroviseur, j'ai réalisé que ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années. La chaîne ne s'est pas contentée de casser ce soir-là, elle a volé en éclats. J'ai réalisé que le rejet n'était pas une tragédie, c'était le reçu final d'une transaction commerciale qui avait fait faillite il y a longtemps. Je ne perdais pas une famille, j'effaçais une dette. Ce n'était pas une dépression nerveuse, c'était de la comptabilité. J'ai regardé Julien, mes mains stables sur le volant, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti légère. Je me suis dit à ce moment précis, ne gaspille plus jamais ton énergie à te faire passerelle pour des gens qui sont parfaitement heureux de te voir te noyer. Parfois, être exclu est le plus grand cadeau de liberté que vous recevrez jamais. Je continuais à conduire sur la route sinueuse de montagne, mais mon esprit auditait déjà la dernière décennie de ma vie. J'avais 32 ans, j'étais une architecte d'intérieur reconnue avec un portfolio que la plupart des gens de mon secteur envieraient. J'avais bâti mon cabinet de toutes pièces, utilisant mes nuits blanches et ma détermination pour construire une vie qui m'appartenait entièrement. Mon frère Lucas avait 29 ans et sa réalisation la plus notable était d'avoir convaincu notre père que sa 3e start-up de crypto-monnaie ratée était un coup de génie visionnaire. Mes parents, Valérie et Philippe, nous regardaient à travers un prisme fracturé, pour eux, Lucas était l'avenir, un homme brillant qui n'était qu'à un coup de chance de la grandeur, alors que je n'étais que la pièce de rechange. La machine fiable qu'ils gardaient au garage jusqu'à ce que quelque chose casse. Ils avaient normalisé l'idée que ma seule fonction était d'être l'amortisseur de la famille. Je me suis souvenu de l'année dernière, quand Lucas avait détruit son SUV de luxe, il avait été imprudent, mais au lieu de le laisser faire face aux conséquences, Philippe m'avait appelé, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour me dire qu'il valait mieux pour l'image de la famille que je couvre secrètement la dette de 15 000 € pour éviter une saisie publique qui aurait humilié la famille devant tout le voisinage. J'ai payé. J'ai payé pour ses erreurs, sa vanité et sa paresse, tout ça pendant qu'il lui louait un véhicule de remplacement qui coûtait plus cher que mes 2 premières années de salaire. C'est le piège de la cruauté normalisée dans une dynamique familiale. Valérie et Philippe ne pensaient pas être des monstres,
ils avaient simplement convenu d'un contrat silencieux où ma valeur était purement transactionnelle. À leurs yeux, mon succès n'était pas une raison de fierté, c'était une ressource à récolter. C'est ainsi que fonctionne la parentalité narcissique, l'enfant roi, comme Lucas, devient une extension de leur ego, tandis que le bouc émissaire, comme moi, devient leur utilitaire. Ils avaient besoin que je réussisse assez pour financer leur mode de vie, mais que je sois assez invisible pour ne jamais leur rappeler leurs propres échecs en tant que parent. Chaque Noël, j'arrivais au chalet avec des cadeaux qui me coûtaient des milliers d'euros, espérant que cette année serait celle où ils verraient enfin Élise, la fille, au lieu d'Élise, la banque. Mais plus je donnais, plus ils attendaient, et moins ils me respectaient. Debout sur ce perron ce soir, les regardant siroter du vin que j'avais probablement payé via un prêt à Philippe, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas simplement oublié ma réponse, ils m'avaient délibérément effacé pour protéger le mensonge qu'ils vivaient. J'avais été l'investisseur silencieux de leur version d'une famille heureuse, mais ce soir, le marché s'était effondré et je retirais enfin mon capital. Nous étions à environ 10 minutes de route dans les lacets de la montagne quand le téléphone a sonné. Le son était discordant dans la voiture silencieuse, me surprenant tellement que j'ai failli faire une embardée dans un banc de neige. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, grand-mère Colette. Mon cœur a fait un bond lourd élan dans ma poitrine. Une partie de moi voulait continuer à conduire, laisser les sommets des Alpes avaler nos feux arrière et ne jamais regarder en arrière, mais je ne pouvais pas lui faire ça. Elle était la seule personne qui m'avait jamais vu comme autre chose qu'un filet de sécurité financier. Je me suis garé sur le bas-côté, le gravier crissant sous les pneus, et j'ai répondu d'une voix tremblante, « Allô, mamie ?» Élise, sa voix était tranchante, un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi auparavant, ce n'était pas de la colère contre moi, mais c'était dangereusement froid. Fais demi-tour tout de suite. Mamie, je ne peux pas, dis-je, la voix serrée, maman nous l'a dit. Elle a dit qu'il y avait une limite de capacité stricte. Elle a dit que nous n'étions pas sur la liste et que nous devions rentrer chez nous. Il y eut un silence à l'autre bout du fil si profond que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis grand-mère Colette parla à nouveau et ses mots étaient comme de l'acier, je sais exactement ce que Valérie a dit. J'étais dans la bibliothèque et je viens de vérifier le flux de sécurité du perron. J'ai regardé ma fille fermer la porte au nez de mon petit-fils en plein blizzard. Ça s'arrête ce soir. Julien était assis à côté de moi, sa main trouvant la mienne sur la console centrale. Fais-le, Élise. Fais demi-tour. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Léo dans le rétroviseur, il me regardait avec de grands yeux pleins d'espoir, la couverture encore enroulée autour de ses épaules. J'ai senti à nouveau le froid fantôme de ce perron, la morsure d'être effacée par ma propre mère. Mais grand-mère Colette n'était pas comme eux. Elle avait construit ce patrimoine de ses propres mains et avec son propre argent. Si elle donnait un ordre, cela signifiait que les règles de la maison étaient sur le point de changer. « Je reviens, mamie, ai-je dit. »« Bien, répondit-elle. »« Et Élise, je veux que tu apportes ce dossier numérique que tu transportes pour le travail, celui avec tes dossiers commerciaux et ces relevés bancaires personnels dont tu as déjà parlé. Je pense qu'il est temps que nous fassions un audit avant de servir la dinde. » J'ai raccroché et senti une montée d'adrénaline. Ce n'était pas un retour à une fête où je n'étais pas désiré, c'était une convocation pour un règlement de compte. J'ai tendu la main vers le siège arrière et attrapé ma sacoche d'ordinateur. À l'intérieur se trouvaient les dossiers que je tenais depuis des années. J'avais les relevés bancaires montrant chaque euro que j'avais transféré sur les comptes de mes parents pour les dépanner. J'avais la preuve des 15 000 euros que j'avais payés pour sauver Lucas de sa propre dette liée à la crypto. Je ne revenais pas en tant que fille négligée, je revenais en tant que seule personne dans cette pièce qui possédait réellement son intégrité. Les chaînes invisibles n'étaient pas seulement brisées, elles étaient en train d'être forgées en une arme. Ce n'était pas une vengeance, c'était une OPA hostile sur ma propre vie. Nous sommes entrés à nouveau dans le chalet, mais l'atmosphère avait changé. La musique festive avait été coupée et les invités fortunés se tenaient en petits groupes chuchotants. Ma mère, Valérie, et mon père, Philippe, se tenaient près du feu, leur visage figé dans une performance de parents inquiets que j'avais vu 1000 fois. Lucas était là aussi, appuyé contre le bar en acajou, essayant d'avoir l'air ennuyé, mais la façon dont il serrait son verre racontait une autre histoire. Grand-mère Colette n'a pas attendu qu'ils commencent leur numéro. Elle a marché droit vers le bout de la longue table à manger et est restée debout, ses mains posées sur le bois poli. « Nous ne mangeons pas encore, dit-elle, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce avec un poids qui rendait l'air lourd. Parce que nous n'en avons pas fini avec la vérité.
Elle tourna son regard perçant vers Lucas. Lucas, sois gentil et va chercher la collection de montres anciennes de ton grand-père dans le coffre de la bibliothèque, celle évaluée à 100 000 euros. Je pense qu'il est juste que nous exposions le meilleur de notre histoire familiale ce soir. La pièce devint absolument silencieuse. J'ai vu Lucas se figer, il cligna rapidement des yeux, une goutte de sueur apparaissant sur sa tempe malgré la fraîcheur du chalet. Les montres, bégaya-t-il, Je ne pense pas qu'on en ait besoin, mamie. C'est compliqué de les sortir. Je les veux, dit grand-mère Colette, sa voix comme un piège qui se referme. Va les chercher. Lucas ne bougea pas, il marmonna quelque chose à propos du code du coffre qui était capricieux, ses yeux dartant vers mes parents pour obtenir de l'aide. Mon père se raidit et ma mère arrêta instantanément ses faux sanglots, son visage passant du rouge à un gris maladif. Elles ne sont pas là, n'est-ce pas, demanda grand-mère Colette. Je vais vous dire où elles sont. Elle plongea la main dans la poche de son manteau de laine et sortit un petit bout de papier rose. Elle ne le jeta pas, elle le fit glisser sur la table vers mon père avec une précision clinique. Est-ce que Crédit Municipal et Prêt Rapide est un coffre-fort professionnel, Philippe, demanda-t-elle. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Derrière lui, le verre de Lucas glissa de sa main et se brisa sur le foyer, le son explosant comme un coup de feu dans la pièce calme. J'ai trouvé ce reçu de prêt sur gage dans la chambre de Lucas ce matin, continua grand-mère Colette, sa voix se transformant en acier. Il était si désespéré d'avoir du liquide rapidement qu'il a laissé un prêteur douteux l'escroquer, prenant un héritage de 100 000 euros pour à peine 15 000. Il n'a pas seulement volé la mémoire de mon mari, il l'a jeté pour des centimes. Et pourquoi? Pour couvrir un autre investissement raté en crypto-monnaie. Elle tourna son regard vers Valérie. Et toi, tu le savais. C'est pour ça que tu ne voulais pas d'Élise ici ce soir. La réalisation me frappa plus fort que le froid sur le perron. J'ai visualisé la vitrine vide dans mon esprit. J'aurais remarqué, ai-je chuchoté. Je suis la seule qui nettoie ces vitrines chaque veille de Noël. Exactement, dit grand-mère Colette. Tu avais besoin qu'Élise soit partie, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce qu'elle est la seule personne dans cette famille avec assez d'intégrité pour remarquer un crime. Tu as chassé ta propre fille pour protéger un voleur. Le silence dans la pièce n'était plus simplement gênant, il était dégoûté. Mais le coup final était encore à venir. Grand-mère Colette regarda Léo, qui serrait toujours sa couverture, puis revint à Lucas. Cette collection n'était pas juste du métal et des engrenages. J'avais déjà mis à jour mon testament pour laisser ces montres à Léo pour financer ses futures études. Tu n'as pas seulement volé ta grand-mère, Lucas. Tu as volé l'avenir d'un enfant de 7 ans. Valérie s'assit, pleurant dans une serviette en lin coûteuse, mais c'était une performance que j'avais vue 1000 fois, la martyre, la sainte qui voulait seulement que Noël soit parfait pour tout le monde. Puis elle se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une sorte de malice désespérée. C'est ta faute, Élise. Si tu n'avais pas été si égoïste avec ton entreprise, si tu avais juste aidé ton frère quand il avait du mal avec ses investissements, il n'aurait pas eu à faire ça. L'audace était à couper le souffle. Ma mère essayait de faire passer le délit de mon frère pour un échec de ma charité. Elle tentait de balancer son vol contre mon manque de soutien. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient mis à découvert pendant des décennies, et maintenant ils essayaient de me blâmer pour la fermeture de la banque. Mais le grand livre était fermé. Ce n'était plus une dispute familiale, c'était un audit de leurs âmes. Grand-mère Colette ne la regarda même pas. Elle se tourna simplement vers le personnel de maison. Charles, diffusez les images du perron sur l'écran principal. Je veux que nos invités comprennent ce que limite de capacité et signifie vraiment dans cette maison. L'écran massif au-dessus de la cheminée s'anima. Le son remplit la pièce. La voix de Valérie, claire et cruelle, tranchant le silence du chalet, capacité stricte. Nous n'avons pas reçu ta réponse. Rentre chez toi, Élise. Il n'y a pas de place pour toi ici. Le halètement collectif de la salle fut audible. L'élite des Alpes, les voisins, les partenaires commerciaux, ils ne regardaient plus mes parents comme des pères, ils les regardaient comme des parias. Le vernis social que Valérie avait passé sa vie à polir fut brisé en quelques secondes. Ils n'étaient pas juste méchants, ils étaient des criminels qui avaient chassé leur propre sang pour protéger un voleur. Tu as chassé ta propre fille pour protéger un voleur, dit grand-mère Colette, sa voix tremblant d'une rage létale contenue. Elle regarda mon père, Philippe, puis revint à Valérie.
Le pavillon des invités. Vous y vivez gratuitement depuis 10 ans. Vous l'avez traité comme votre droit de naissance pendant que vous conspiriez pour mettre mon héritage au clou. Maman, s'il te plaît, cria mon père, sa voix se brisant. C'est la veille de Noël. Où allons-nous aller? Il y a une voiture qui attend au portail pour vous emmener à un motel que j'ai prépayé dans la vallée. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est un toit au-dessus de vos têtes. Vous avez 10 minutes pour emballer votre fierté et partir. Après ce soir, vous vous débrouillez seul. Puis elle se tourna vers Lucas, qui était affalé dans une chaise, son visage étant un masque d'arrogance ruiné. Je te retire de mon testament dès la première heure demain matin. Le domaine entier, les investissements, les terres, tout va à Élise. Tu ne peux pas faire ça, hurla ma mère. C'est juste Élise. Elle ne sait pas gérer un héritage familial. Je les ai regardés alors, et pour la première fois en 32 ans, je n'ai pas vu les géants qui contrôlaient mon bonheur. J'ai vu 3 petites personnes désespérées tremblant dans la chaleur d'une maison qu'ils n'avaient jamais méritée. La chaîne invisible qui me liait à eux, le besoin de leur approbation, la peur de leur rejet, tout avait disparu. Elles gisaient en morceaux sur le sol, brisées par le poids de leur propre avidité. Je suis la famille, dis-je, ma voix stable et clinique. Et vous m'avez dit de rentrer chez moi, alors c'est ce que je fais. Je fis un geste vers la porte où le vent de la montagne hurlait encore. Mamie a parlé, et je suis celle qui exécute ses volontés. Vous n'avez plus le droit d'être ici. Veuillez partir. 1 an plus tard, le feu dans le grand salon du chalet des Cimes crépitait d'une chaleur qui semblait honnête. L'odeur de cannelle et de dinde rôtie remplissait l'air, remplaçant la tension froide qui avait hanté ses murs pendant des décennies. Le chalet avait l'air différent maintenant. Julien et moi avions passé les 12 derniers mois à rénover, enlevant les lourds rideaux sombres que ma mère adorait et laissant entrer la lumière vive et pure du soleil alpin. Nous avions transformé le pavillon des invités, l'endroit où mes parents avaient vécu gratuitement pendant 10 ans, en un studio d'art vibrant pour les enfants de la région et un atelier professionnel pour Julien. Léo était assis sur le tapis épais près du foyer, son rire résonnant clair et heureux alors qu'il déchirait un cadeau. Il n'était plus le garçon tremblant sur le perron, il était un enfant épanoui fréquentant une excellente école, son avenir assuré par l'héritage même qui avait failli être mis au clou. Grand-mère Colette était assise dans le fauteuil en face de moi, le regardant avec un sourire satisfait. Elle avait vécu pour voir la justice suivre son cours naturel et savoir que sa fortune serait enfin utilisée pour le bien. J'ai entendu par des connaissances communes que Valérie et Philippe vivaient dans un petit 2 pièces en banlieue. Ils étaient, paraît-il, amers et isolés, passant leur journée à se plaindre à quiconque voulait bien l'entendre de la façon dont j'avais volé leur droit de naissance. Mais la haute société locale avait une longue mémoire pour la cruauté, et ils restaient exclus des cercles qu'ils avaient autrefois tant essayé d'impressionner. Le sort de Lucas était peut-être le plus approprié, il faisait actuellement face à de multiples accusations de fraude liées à un autre plan d'investissement raté. Sans mes parents pour financer ses erreurs ou moi pour couvrir ses dettes, il apprenait enfin la valeur de l'argent grâce au travail manuel. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis cette nuit-là. Pas une seule fois. Je n'avais pas besoin d'excuses pour tourner la page. J'avais trouvé ma paix dans les matins calmes, le son du rire de Léo et la tranquillité d'un foyer où personne n'avait besoin de passer une audition pour être aimé. Je me suis assise dans le fauteuil près du feu, tenant une tasse de chocolat chaud et regardant les chaussettes accrochées sur le manteau de la cheminée, Élise, Julien, Léo et Colette. Pour la première fois de mes 32 ans, je ne sentais pas le courant d'air froid d'un rejet imminent. J'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était de devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas être, tout en les regardant s'effondrer sous le poids de leur propre avidité. J'en suis venu à réaliser que si vous êtes assis là en ce moment, ressentant la douleur d'une famille qui ne vous voit pas ou la brûlure d'une porte fermée au nez, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas difficile, ni trop, ni pas assez. Vous êtes simplement dans la mauvaise maison. Ne gâchez pas votre vie à rester sur le perron à supplier les gens de vous laisser entrer alors que ce sont eux qui ont verrouillé le loquet. Ne vous gelez pas en essayant d'être assez chaleureux pour des gens qui s'engagent à rester froids. Faites demi-tour et partez. Construisez votre propre feu. La seule chose que vous perdez vraiment quand vous coupez les ponts avec des personnes toxiques, c'est la douleur atroce d'essayer de leur plaire. Et ce que vous gagnez. J'ai regardé autour de la pièce mon fils, mon mari et ma grand-mère. Vous gagnez tout. Vous gagnez votre paix, votre dignité et la liberté d'être exactement qui vous étiez censé être.
Si vous avez trouvé le courage de commencer votre propre révolution et de construire votre propre feu, j'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires. Votre parcours pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin hors du froid.